Allez, donc, bon, merci d'être présent. Donc, on va commencer. On a une petite heure de cours sur les problèmes cardiologiques néonataux. Le cours est très pratico-pratique, hein. C'est vraiment basé sur la clinique et quelques books pour faire des mises en situation. Donc, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, juste ça, c'est un algorithme. Enfin, c'est un algorithme. C'est un schéma réflexif pour savoir si, pour reconnaître un peu les situations auxquelles on peut être exposé. Et j'ai fait le choix de partir de la cénose néonatale, qui est la situation la plus fréquente en période néonatale, surtout sur les situations où en fait, le diagnostic anténatal ne serait pas connu. Et à partir de ce moment-là, c'est surtout essayer de savoir comment on peut gérer la situation et la gérer à distance également. Ça peut être une des problématiques que vous pouvez avoir en pratique clinique, surtout s'il y a un centre périphérique qui vous appelle pour une situation qui pourrait être évocatrice de cardiopathie congénitale, notamment cyanogène, parce que c'est souvent un des problèmes qu'on a initialement. Donc, on a deux situations. Devant une situation de cyanose néonatale, donc on a des causes cardiaques qu'on va détailler et ne pas oublier les causes extracardiaques qui sont bien plus fréquentes, mais voilà, enfin, qu'il ne faut pas négliger. Donc, à partir des causes cardiaques, pour s'orienter, une des habitudes qu'on peut avoir, c'est de faire une radiographie thoracique et en fonction de l'aspect radiologique, si on a une suspicion de cardiopathie congénitale, on va pouvoir, selon la situation, une situation où on a des poumons clairs et des poumons non clairs. Les poumons clairs, ça va témoigner d'une hypoperfusion pulmonaire. Donc, on va avoir des cardiopathies, surtout la voie droite, qui vont en découler. Et des poumons non clairs, c'est plutôt où on a une surcharge vasculaire au niveau pulmonaire. Et dans ce cas-là, on a deux situations qui sont les situations urgentes, qui sont le RVPAT, le retour veineux pulmonaire anormal total, et la TGV. On verra ça en détail. Après, pour des questions de cours et pour l'entraînement, on va aussi voir d'autres situations avec les poumons clairs où on a une hypoperfusion pulmonaire. Et là, on pourra s'aider de l'index cardiothoracique en fonction de la taille du cœur. Donc, si on a un cœur quasiment normal, on va avoir plutôt une obstruction droite avec une CIV. Si on a un début de cardiomégalie, ce sera une obstruction droite sans CIV, parce qu'on aura un ventricule droit qui n'aura pas de moyen de se décharger, qui sera un peu plus gros. Et si on a vraiment une énorme cardiomégalie, ça va nous orienter vers des pathologies tricuspides bien particulières, notamment l'Epstein et la dysplasie tricuspide. Donc, les objectifs du cours, c'est de savoir suspecter donc, une cause cardiaque sur une cyanose, surtout sur une cyanose néonatale, mais sur un problème, on va dire, néonatal. On va revoir les deux urgences vitales néonatales, qui sont la TGV et le RAVPAT. Savoir orienter sa prise en charge par téléphone si vous avez un appel dans ce genre de situation, ce qui est assez fréquent en pratique courante. Savoir orienter sa prise en charge en pratique et on va très rapidement voir les causes extracardiaques. On n'a qu'une heure, donc je vais devoir aller un peu vite. Donc, pour savoir suspecter une cause cardiaque, la plupart du temps, donc, le motif d'appel, c'est pour une cyanose. C'est souvent là où la personne se pose la question d'une cardiopathie congénitale. Donc, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut poser comme question. Pour les autres situations où il y a un souffle cardiaque, c'est beaucoup plus simple. Les gens s'orientent directement vers une cardiopathie congénitale, donc ils vous appellent pour souffle, il va falloir faire l'échographie. Donc, il faut évaluer bien sûr l'état clinique de l'enfant, mais après, il y aura une échographie qui posera le diagnostic. Mais là, c'est une situation un peu plus ambiguë, c'est on vous appelle pour une cyanose. Et dans ce cas-là, donc déjà savoir le contexte d'accouchement, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit une cause extracardiaque que cardiaque. Donc, refaire l'interrogatoire, ça c'est un interrogatoire de pédiatre de néonat. Donc, est-ce qu'il y a un contexte infectieux, qui est une des conditions qu'on craint le plus, ce serait une infection néonatale bactérienne précoce. Est-ce qu'il y a un contexte de souffrance fœtale aiguë qui vous orienterait vers quoi? Si cyanose et souffrance fœtale aiguë, ça vous oriente vers quoi? C'est surtout les situations d'HTAP, hein, d'accord? C'est vraiment, il y a des grosses situations d'HTAP. Est-ce qu'il y a un contexte d'inhalation méconiale? Pareil, donc on peut avoir une pathologie pulmonaire associée à de l'HTAP due à l'inhalation méconiale ou autre chose, hein, des sécrétions sanglantes, du pus, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une prématurité où on a des maladies respiratoires spécifiques qui peuvent entraîner une cyanose? Et est-ce que la grossesse est non suivie? Ça, c'est intéressant, surtout pour éviter le risque qu'on ait loupé une cardiopathie congénitale, parce que de nos jours, on est quasiment à 70-80% du diagnostic anténatal des cardiopathies congénitales, et ce chiffre augmente considérablement à partir du moment où c'est une cardiopathie complexe. D'accord? On monte jusqu'à 90-95%. C'est une cardiopathie complexe. Sur le dépistage qui est fait par les sages-femmes ou les gynécos, on leur demande un certain nombre de coupes, et grâce à ces coupes, on arrive quasiment à dépister toutes les cardiopathies congénitales complexes. On va louper des petites choses, hein. On va louper des CIV, on va louper
une coarctation qui est difficile, qu'on ne peut pas évaluer à l'avance. On peut louper un RVPAT parce que c'est compliqué à voir en échographie anténatale. Mais en tout cas, le fait d'avoir une grossesse non suivie peut quand même vous mettre la puce à l'oreille à vous dire que peut-être qu'on a loupé une cardiopathie congénitale complexe. Est-ce qu'il y a une détresse respiratoire? Très important. Une des spécificités des cardiopathies cyanogènes, c'est que souvent, cette cyanose n'est pas accompagnée de détresse respiratoire. C'est assez étonnant. On a des enfants qui peuvent être à 70 de saturation sans aucun signe de détresse respiratoire. La plupart des autres causes, voilà, que ce soit une pathologie pulmonaire, infectieuse, n'importe quoi, souvent il y a une détresse respiratoire associée. Vraiment, son absence, en tout cas, est plutôt en faveur d'une cardiopathie cyanogène. Donc, une question importante à poser. Il y a une exception, c'est le RVPAT. Sur un RVPAT qui serait bloqué, voilà, on peut imaginer le diagnostic est posé à J1, J2 là, en maternité. Mais on peut avoir une détresse respiratoire associée parce que la plupart du temps, il y a un tableau d'insuffisance cardiaque qui est associé, donc qui entraîne une détresse respiratoire. C'est une des seules exceptions. Est-ce qu'il y a un souffle? Bon, évidemment, s'il y a un souffle, c'est plutôt en faveur d'une cardiopathie congénitale. Voilà, donc ça, c'est une question. La plupart du temps, les gens le cherchent bien. Une exception à l'absence de souffle sur une cardiopathie cyanogène, ce serait la TGV. OK. Bon, ce qu'on peut proposer, c'est de faire un test d'hyperoxie. Et en fait, on administre de l'oxygène pur à l'enfant et on regarde si la saturation augmente. S'il n'y a aucune amélioration souvent, on peut avoir un petit gain de 3-4 points de saturation, mais s'il y a une amélioration qui est peu franche de l'oxygénation de l'enfant, de sa saturation, ça va être plutôt en faveur d'une cardiopathie cyanogène. Et après ça, on imagine toujours la centre périphérique qui n'a pas de cardiopédiatre, pour lequel on ne peut pas avoir d'échographie cardiaque à l'avance, et demander une radiographie thoracique avec tous les signes qu'on a vus là, sur l'arbre diagnostique. Et le fait d'avoir une hyperclatie pulmonaire, ça va être plutôt en faveur d'un obstacle pulmonaire. Il y a deux exceptions. C'est ce qu'on a vu, c'est le RVPAT, la TGV, où on peut avoir une surcharge vasculaire pulmonaire du fait pour le RVPAT, parce qu'on a tout le débit cardiaque qui va passer quasiment tout le débit cardiaque qui va passer par la voie pulmonaire, et la TGV, où on peut avoir une surcharge pulmonaire également par rapport aux shunts qui sont mis en place. OK? Donc, voilà, on revient là-dessus. Je vous laisse le diapo, hein, d'accord? Vous n'êtes pas... Donc, les deux urgences vitales néonatales, c'est surtout donc, le RVPAT, le retour veineux pulmonaire anormal total, qui a en plus une particularité, c'est que le diagnostic anténatal est assez délicat. En fait. C'est difficile de voir en anténatal un RVPAT parce qu'on peut avoir un collecteur qui est vraiment accolé à... Vous savez ce que c'est un RVPAT ou pas? Ouais. En fait, on peut avoir le collecteur qui est accolé à l'oreillette gauche. Et comme on a très peu de retour veineux pulmonaire en période anténatale, du fait qu'il y a une très faible vascularisation pulmonaire, on a à peine 10-20% du débit cardiaque qui va passer par là. En fait, on va avoir du mal à voir ces flux se jeter dans l'oreillette gauche. Donc, on a plusieurs situations de RVPAT. La plupart du temps, donc, on a ce collecteur là qui nous draine donc, les 4 retours veineux pulmonaires et avec un collecteur qui va pouvoir se jeter ou dans la veine cave supérieure, ou dans le sinus coronaire, ou dans la veine cave inférieure. On a 3 situations. Ça sera le diagnostic du cardiopédiatre d'aller évaluer où est ce collecteur et surtout si ce collecteur passe bien ou s'il est sténosé. D'accord? Donc, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe quand on a un RVPAT? On a une HTAP qui est d'origine post-capillaire. Souvent, c'est assez marquant. On a vraiment un VD qui est en souffrance avec une HTAP qui est surtout post-capillaire et souvent suprasystémique parce qu'en fait, on a vraiment une gêne. Là les cas un peu délicats comme ça, je parle surtout du RVPAT qui serait déjà bloqué. D'accord? Il y a des RVPAT on voit qu'il y a une surcharge pulmonaire, on voit qu'il y a une surcharge dans le ventricule droit, mais c'est des situations qui peuvent tenir 2-3 semaines avant d'envisager un geste chirurgical. Là, je vous parle vraiment du RVPAT qui commencerait à se bloquer. Et donc, on a une HTAP post-capillaire qui est systémique, avec un énorme VD qui pousse vraiment sur le VG et un VG qui a du mal à se remplir. On a un défaut de précharge des cavités gauches qui se comprend assez facilement. En fait, c'est qu'on a les retours veineux pulmonaires qui ne s'abouchent pas dans l'oreillette gauche. Et l'ensemble du débit cardiaque va arriver dans l'oreillette droite. Et ces cavités gauches vont pouvoir se remplir qu'à travers le FOP. D'accord? Donc, tout va dépendre de ce FOP et de savoir s'il est restrictif ou pas.
Mais tous ces cavités gauches vont pouvoir se remplir que par le FOP. Après, on peut avoir une cyanose donc, qui est profonde du fait de cette situation, avec surtout un bas débit systémique, c'est souvent ça qui est au premier plan, avec ces cavités gauches qui se remplissent mal, en plus qui sont poussées par le ventricule droit, et qui vont vraiment qui peut entraîner un bas débit systémique qui peut donner un tableau extrêmement grave. Donc la clinique, c'est une détresse respiratoire sévère de période néonatale. Donc là, pour le coup, on a une détresse respiratoire, c'est une seule cardiopathie congénitale cyanogène qui est associée à une détresse respiratoire. Et là, on peut avoir donc une cyanose très sévère avec une SAT en dessous de 75% qui est réfractaire. Là, vous pouvez faire un test à l'oxygène, vraiment, il ne se passera rien, il restera très cyanosé, et associé à une défaillance hémodynamique. Ne jamais oublier qu'il existe des diagnostics différentiels qui peuvent vraiment mimer cette pathologie. Et au premier plan, et surtout, c'est beaucoup plus fréquent, vraiment, voilà, on peut avoir une HTAP néonatale qui est vraiment fréquente, une infection néonatale bactérienne précoce qui est très fréquente. Typiquement, on est quasiment sur un cas sur il y aura un RVPAT pour 10 situations où ce sera de l'HTAP néonatale ou une infection. En fait. Donc voilà, il faut jamais oublier ces autres diagnostics différentiels. Okay, je pense qu'à Montpellier, on en pose un par an de diagnostic de RVPAT. À peu près, quoi. Voire tous les 2 ans. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement rare. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir poser le diagnostic rapidement parce qu'il y aura une conséquence, il y aura une sanction thérapeutique assez rapide à mettre en place. La radiographie thoracique, on a déjà parlé, donc il y a une cardiomégalie qui peut être modérée ou absente. Et surtout, on a des poumons qui sont non clairs, vraiment avec une vraie surcharge vasculaire pulmonaire. Et à l'écho, les points d'appel qui vous orientera, c'est vraiment un truc qui est très typique, c'est le shunt droite-gauche à travers le FOP ou la CIA. Directement, dès qu'on voit ça, c'est vrai que c'est vraiment un des diagnostics qu'il va falloir évoquer, ça sera le RVPAT. Donc un flux bleu à travers le FOP. Une HTAP majeure, on peut avoir un VG qui est complètement refoulé par ce VD, et surtout à cause, donc, il y a cet hyperdébit dans le VD, et surtout il y a cette HTAP suprasystémique qui est très importante. Et un des autres phénomènes qu'on peut voir, c'est une petite oreillette gauche. C'est pas si facile à voir, mais voilà, c'est vraiment le shunt droite-gauche qui vous met la puce à l'oreille, et après, voilà, c'est un bout d'HTAP, et après, il y a un moment où vous allez vous focaliser spécifiquement sur est-ce qu'il y a des retours veineux pulmonaires qui se jettent dans cette oreillette gauche. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Vous voyez là, ce gros VD, on a ce gros VD qui comprime le ventricule gauche qui a du mal à se remplir, et voilà, avec une grosse suite tricuspide, on a une grosse HTAP suprasystémique, et là, on peut constater qu'on a une petite oreillette gauche. Et qu'est-ce que c'est derrière là? C'est le collecteur. D'accord? Donc la prise en charge, parce qu'il faut les amener rapidement au bloc, mais souvent on les conditionne avant, on essaie de les stabiliser avant le bloc opératoire. Souvent on a le temps. Enfin, on a le temps, il faut le faire rapidement, mais voilà, c'est mieux de les faire arriver bien préparés au bloc. On traite les signes d'insuffisance cardiaque. Comment on les traite? Hein? Vous pouvez faire quoi là rapidement? Bon, j'ai un peu marqué de toute façon, mais voilà. Traitement de l'insuffisance cardiaque, surtout diurétique, CPAP, voire intubation. On met du NO très rapidement, c'est vraiment un des facteurs qui améliore la survie. Du NO pour diminuer cette HTAP qui sera systémique. On saura qu'en post-op, il y aura un problème par rapport à l'HTAP. Oui. En fait, souvent, c'est associé, tu mets une ventilation, tu vas mettre une CPAP, tu vas l'intuber, tu vas lui mettre des pressions dans le thorax pour diminuer cet effet de l'OAP. En fait, le problème, c'est qu'en post-opératoire, souvent, il y a des tableaux d'HTAP qui sont très, très sévères, et donc on commence à mettre du NO avant la chirurgie. Après, souvent, c'est très rapide. À partir du moment où tu poses le diagnostic, il sera souvent opéré dans les 3-4 heures qui vont suivre. Prostine, on peut être amené à mettre de la prostine, surtout si le canal est fermé, donc c'est quelque chose qu'il va falloir évaluer. Pour décharger donc la circulation pulmonaire, vraiment pour vraiment réussir. Comme on a une HTAP suprasystémique, on va avoir un canal qui va pouvoir chanter de la droite vers la gauche, vers l'aorte, qui va donc pouvoir entraîner quand même du débit systémique. Et une des questions qu'on doit se poser rapidement également, c'est si la CIA est restrictive. Et dans ce cas-là, un Rashkin peut être fait pour essayer de pouvoir mieux précharger les cavités gauches. Okay, on n'a pas beaucoup d'indications de faire des Rashkin, mais voilà, ça en fait partie. Et surtout, très rapidement, on va aller à la chirurgie. Les autres causes, c'est la TGV, donc la transpo des gros vaisseaux. Donc, je ne reviens pas sur l'anatomie de la TGV. Vous l'avez déjà fait ou pas?
Non? D'accord. Bon, une TGV, la particularité, c'est que tout est à peu près en place. On a les retours veineux systémiques qui arrivent dans l'oreillette droite. Au-dessus de l'oreillette droite, on a bien un ventricule droit. Pareil à gauche, on a une oreillette gauche qui reçoit les retours veineux pulmonaires. Au-dessus de l'oreillette gauche, on a bien un ventricule gauche. Et la particularité, par contre, c'est que c'est les vaisseaux qui sont transposés. Et donc, il faut se dire que le sang qui n'est pas oxygéné, là, qui revient par les retours veineux systémiques, qui arrive dans l'oreillette droite, ventricule droit, et bien, la particularité, c'est qu'ils vont repartir dans l'aorte. Et donc, on va avoir un système en boucle comme ça, où on a le sang pas oxygéné qui va retourner en circulation systémique et qui va revenir. Donc, ça va tourner en boucle comme ça. Et pareil de l'autre côté, on a au-dessus du ventricule gauche qui reçoit du sang très bien oxygéné cette fois, enfin, ce qui est normal, hein, mais qui reçoit du sang très bien oxygéné, va repartir dans l'artère pulmonaire. Donc, ce sang très oxygéné retourne dans les poumons. Donc, ça sert strictement à rien. Et donc, ça va tourner en boucle. Pourquoi ils sont vivants à la naissance? C'est grâce aux shunts. Parce qu'il faut se dire qu'ils arrivent à vivre dans le ventre de leur mère. Il y a bien une raison. Et donc, c'est grâce aux shunts, notamment le foramen ovale perméable, qui va permettre un mixing auriculaire. Donc, on va avoir un échange de sang au niveau auriculaire. On a du sang oxygéné qui va pouvoir passer notamment dans l'oreillette droite, d'accord, et donc apporter l'oxygène nécessaire pour la vie extra-utérine. Et surtout, et ça va faire partie des surveillances, c'est qu'on a également un canal artériel qui va permettre un autre shunt. La particularité, souvent, c'est on se demande quel est l'intérêt d'avoir un canal artériel, parce que là, la plupart du temps, on a quand même un jeu de résistance qui est assez similaire à la vie extra-utérine. C'est qu'on a plus de résistance côté systémique et moins côté pulmonaire. Et donc, par définition, avec ce jeu de résistance, on va quand même avoir du sang qui va passer de l'aorte, du pas oxygéné, vers l'artère pulmonaire. Mais pourquoi ça améliore la situation quand même pourquoi le canal il aide quand même dans cette situation? Parce qu'au final, on amène du sang pas oxygéné vers les poumons, on s'en fout un peu techniquement. Ça va majorer le retour. En fait, on va augmenter le retour veineux pulmonaire parce qu'on va avoir un hyperdébit pulmonaire dû au canal artériel, et donc ça va augmenter surtout nos pressions dans l'oreillette gauche, et donc encore plus forcer le passage au niveau auriculaire. D'accord? Donc il y a vraiment une aide de ce canal artériel. Donc cliniquement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, à cause des cardiofétalistes, c'est devenu un peu plus pénible la cardiopédiatrie parce qu'on ne fait plus trop de diagnostics en postnatal, mais de temps en temps, on a le plaisir de faire un diagnostic de TGV. Mais dans la plupart du cas, dans plus de 90% des situations, le diagnostic est déjà posé à l'avance, donc tout le monde est prêt, on attend salle de naissance, est-ce qu'il faut faire un Rashkin, pas de Rashkin, on le met là-haut, enfin tout le monde est préparé, on est 10 sur place. Voilà, bon. Et de temps en temps, vous avez la petite grossesse non suivie qui a fait une TGV. Voilà. Et donc, comment ça se voit? Et ça arrive, hein, c'est une cyanose réfractaire néonatale isolée. D'accord? Vraiment, c'est l'enfant qui naît cyanosé, sans détresse respiratoire. Et c'est assez étonnant. Ils sont à 70 de SAT, 70, 75 de SAT. Et étonnamment, ils vont très, très bien. Et le piège, et c'est là où c'est difficile d'orienter par téléphone, parce que c'est vrai que de plus en plus, on perd l'habitude des diagnostics post-nataux, c'est que vraiment, et en plus, il n'y a pas de souffle qui est associé. La plupart des cardiopathies, il y a un souffle. Et là, sur une TGV simple, quand je dis TGV simple, c'est sans autres lésions associées. Ce n'est pas une TGV avec une CIV, enfin, voilà, il n'y a pas d'obstacle sur les voies d'éjection. Et ben, on peut se retrouver dans une situation où il n'y a pas de souffle cardiaque. Donc, ce n'est pas toujours simple quand même de se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas une TGV quand même que j'ai sous les yeux, quoi. Pour s'aider, on peut faire une radio et qui ne va pas énormément nous aider au final, parce qu'on se retrouve à une situation où on n'a pas de cardiomégalie. Et en plus, on a des poumons non clairs, ce qui peut correspondre à peu près à toutes les situations extracardiaques, infection, inhalation de méco, n'importe quoi. Souvent, il y a une détresse respiratoire qui est associée, mais là, on peut avoir de temps en temps, sur un diagnostic un petit peu tardif vers J3, J5, parce que ça arrive, on a l'appel de l'examen J3 maternité, où voilà, les parents disent « Ah, mais il est un peu bleu, personne ne le croit », et ainsi de suite. Quelqu'un finit par poser une SAT, il a 70 de SAT, et voilà, on découvre une TGV comme ça. Et souvent, on n'est pas obligé, mais on peut avoir une petite détresse respiratoire associée. C'est assez aléatoire, quoi. À l'écho, le point d'appel échographique, c'est la course parallèle des gros vaisseaux. Vraiment, c'est l'image typique que je vous montrerai après. Et après, un peu plus en détail, pour des cardiopédiatres, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on a une artère pulmonaire qui est postérieure et qui naît du VG. Donc voilà, c'est tout le travail du cardiopédiatre. Peut-être il faut ouvrir une porte. Ça va être le travail du cardiopédiatre d'évaluer où est l'artère pulmonaire et de quel ventricule elle naît. L'aorte, elle est antérieure et à droite et elle naît du VD. Et surtout, l'urgence, ça va être d'évaluer le foramen ovale perméable
pour savoir si le FOP est restrictif, parce que comme je vous le disais, c'est que toute l'oxygénation va se faire à travers ce FOP grâce au mixing auriculaire. Et si on a un FOP qui est restrictif, c'est vraiment un flux qui est forcé, vous voyez un flux à haute vélocité, vous déjà physiquement, vous voyez qu'il est petit, et en plus, vous voyez qu'il y a un flux qui est forcé à travers ce FOP, et bien dans ce cas-là, il va vite falloir ouvrir ce FOP grâce à une manœuvre de Rashkin. Pour ça, il faut évaluer le canal artériel également. Parce qu'en urgence, si vous allez chercher votre enfant en SMUR dans un centre périphérique, vous n'allez pas lui faire le Rashkin dans votre maternité de niveau 1. Ben souvent, pour patienter, on peut mettre un peu de prostine pour le trajet et après, on réfléchira. Donc voilà, l'image typique, c'est vraiment ça, la course parallèle des gros vaisseaux. Ça, normalement, on n'est pas censé l'avoir. D'accord ? Donc, on voit nos deux vaisseaux sur la même coupe et sur notre coupe parasternale grand axe. Image assez typique. Ça, c'est toujours le débat de savoir si ça marche. Tout à l'heure, ça marchait, je vais vérifier. Bon, c'était un peu la même chose. Ah, ça marche, regardez. Voilà, donc avec la même coupe avec un flux couleur. Donc, vous voyez bien là, vos deux flux. Normalement, c'est impossible de construire une image comme ça. OK ? Donc, ça nous met la puce à l'oreille. Il y a plein de cardiopathies extrêmement complexes qui pourraient avoir à peu près ça, mais c'est rarissime. La plupart du temps, quand vous voyez ça, c'est une TGV. D'accord ? Et après, on évalue au niveau auriculaire. Là, on a un petit FOP. Il n'est pas énorme. Hein. Vous avez vu, il n'est pas encore très forcé. Mais bon, franchement, physiquement, il est petit et on a très envie d'aller faire un geste. Et de toute façon, comme la plupart du temps en médecine, on ne traite pas un enfant sur la clinique, c'est surtout sur l'échographie, ça va être sur la clinique qu'on va décider. Et si j'ai un enfant qui traîne à 70 de SAT, 65-70 de SAT avec un FOB comme ça, je ne vais pas me dire, tiens, il n'est pas restrictif. Il y a plein de raisons qu'il ne soit pas restrictif, hein, avec des jeux de pression. En tout cas, s'il a 65-70 de SAT, je ne vais pas réfléchir très longtemps. Je vais lui faire un Rashkin rapidement. Donc, cet enfant, bon, on imagine qu'il n'est pas né au bon endroit, c'est rarissime, c'est ce que je vous disais. En tout cas, on le transfère immédiatement en réanimation néonatale du niveau 3. Qui est capable de faire des manœuvres de Rashkin ou un centre chirurgical. Et donc, on va faire cette manœuvre de Rashkin. Chez nous, on a pour habitude de faire voilà, ça va être sur la clinique, on va faire notre Rashkin. Le Rashkin, on fait un abord donc, veineux. On essaye en premier lieu de faire par l'ombilique, par la veine ombilicale. On parle canal en sus. On arrive finalement par arriver à la veine cave inférieure, on arrive dans l'oreillette droite. Une fois dans l'oreillette droite, on passe notre sonde de Rashkin dans l'oreillette gauche. On vérifie qu'on soit au bon endroit, qu'on ne soit pas dans la mitrale, qu'on ne soit pas dans un RVP, dans un retour veineux pulmonaire. Et une fois qu'on est assez rassuré, il y a plein de façons de faire des Rashkin. Nous, ici, on les fait sous échographie. Il y en a qui les font sous scopie. Bon, c'est un choix d'équipe. En tout cas, voilà, nous, on les fait sous échographie. Donc, il y a quelqu'un qui est à l'écho qui vérifie que la sonde de Rashkin soit au bon endroit. Une fois qu'on est au bon endroit, on gonfle notre ballon et on tire très fort. On sent que ça craque sous les doigts. Et on a ouvert notre foramen ovale perméable, on a créé une belle CIA, en principe. Si malgré une manœuvre de Rashkin, parce que c'est avec des situations d'HTAP, on peut avoir des situations où on n'a pas une saturation qui serait assez satisfaisante, et bien souvent, on a pour habitude, si la SAT persiste à moins de 70%, malgré un Rashkin bien fait, et ben on va mettre de la prostine pour réouvrir ce canal artériel et pour faire ce jeu de pression qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va faire un hyperdébit pulmonaire et forcer ce passage de sang de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite grâce à l'hyperdébit pulmonaire. Et en principe, la chirurgie aura lieu entre J3 et J7, qui consistera en un switch artériel. Vous aurez des cours spécifiques par rapport à ça. Des questions ? Voilà, une petite vidéo d'une manœuvre de Rashkin. Donc, vous avez vu, on s'est mis dans l'oreillette gauche, on gonfle le ballonnet, et voilà, on a un très beau, vous avez vu à la fin, on a une très très belle CIA. Là, on voit notre membrane déchirée, là. Hop, et là, en principe, on est confortable. Allez, comment on oriente sa prise en charge? Donc, on parle de néonatal par téléphone, donc on revient toujours sur ce même principe. Et là, on va essayer de jouer ensemble avec un Woo Clap, si ça veut bien marcher. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous connecter. On va faire des questions. Donc maintenant, ça va être très pratico-pratique. Hein. Est-ce que c'est bon à distance?
Merci, ça a tout accepté. Allez, c'est bon, j'ai vu un petit doigt. C'est bon pour tout le monde? Il y aura des petites questions. Voilà, on va essayer de participer ensemble. Ou sinon, si tu es sur Booklab, tu peux taper le code. Vous n'avez pas de réseau? Il n'y a pas d'efficacité sur le code. Non. En fait, c'est souvent, il y a un jeu d'HTAP, enfin, ça s'est discuté. En fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. En fait, c'est une HTAP qui est un peu mixte, en fait. C'est... Ça ne va pas diminuer ton doigté. Au contraire, il vaut mieux favoriser le débit pour que ça passe. Donc, le NO, souvent, dans la pratique. En fait, il y a une cause multifactorielle parce que la plupart du temps, même quand tu opères ton RVPAT, tu vois, tu peux te dire qu'une fois que tu as levé ton obstacle de ton collecteur qui est sténosé, ben, ils ont des tableaux d'HTAP majeurs, ces enfants. Même en post-op, tu galères sur le post-op parce qu'en fait, ce n'est pas que du post-capillaire pur. En fait. Il y a une part d'HTAP aussi de vasoréactivité et d'HTAP capillaire en tant que tel. C'est vrai qu'au premier plan, c'est vraiment de l'HTAP post-capillaire, clairement. Mais c'est vrai que vraiment, l'expérience te montre que vraiment en post-opératoire immédiat, vraiment au premier plan, c'est vraiment une HTAP massive qui est due à cette hyperdébit. Ce qui est probablement dû à la circulation anténatale, puisqu'en fait, l'HTAP physiologique anténatale est accentuée par le. Donc en fait, ils ont déjà une maladie. Alors, première question. Vous avez accès à la première question ou pas là? Ouais. Là, si je fais ça, vous l'avez toujours? Ouais. Allez, donc, on imagine cette situation. On vous appelle pour une cyanose. Bon accouchement, on a bien un 9-10-10, des pH normaux, donc qui est plutôt en faveur de l'absence de souffrance fétale aiguë. OK. Bonne adaptation à la visite extra-utérine. Pas de détresse respiratoire. Et par contre, on vous appelle en vous disant, bon, voilà, il est cyanosé et en plus, j'ai un soufre systolique pulmonaire à 3/6. Donc assez intense. Par téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu as fait un test d'hyperoxie? Ouais, j'ai aucune amélioration. Et je lui demande de faire une radiographie thoracique qui me montre cette radio thoracique. Quel diagnostic vous évoquez? Facile pour commencer. Pas facile. Ouais. Vous avez le droit de réfléchir à voix haute. Si vous êtes présente, c'est bien. Allez, on va regarder un petit peu les réponses qui sont en train d'apparaître. Très bien. Allez, donc tout le monde est plutôt en faveur, donc en tout cas parle d'obstacles pulmonaires et surtout s'oriente vers un phallo, ce qui est au premier plan. Qu'est-ce qui nous oriente? Donc la bonne réponse, hein, c'était un phallo. Donc qu'est-ce qui nous oriente? C'est que on a un poumon qui est plutôt clair, d'accord? On est plutôt sur un... Là, on n'a pas de surcharge vasculaire pulmonaire. Ensuite, bon, il y a une forme typique, là, j'ai un cœur en sabot qui est vraiment très, très en faveur d'une tétralogie de Fallot. Ça, c'est la sémiologie radiologique que vous allez apprendre. Voilà, c'est vraiment assez typique. Et d'un point de vue clinique, je m'oriente vers une cardiopathie cyanogène parce que j'ai plein d'arguments. Hein. Voilà, enfin, j'ai pas d'argument infectieux particulier, pas de détresse respiratoire et surtout, j'ai un souffle systolique pulmonaire à 3/6. Donc, j'ai un obstacle pulmonaire très probable. OK. J'ai une belle désaturation. J'ai en plus une cyanose avec un test d'hyperoxie qui est plutôt négatif. Donc, tout ça m'oriente. Je n'ai pas une cardiomégalie majeure, donc ça m'oriente vers une tétralogie de Fallot. Une sténose, il y en a qui ont dit sténose pulmonaire, valvulaire pulmonaire. Il y en a qui ont dit ça, hein, sévère. Ça peut coller. Hein. Souvent, comme il n'y a pas de CIV, c'est qu'on a une plus grosse cardiomégalie dans ces cas-là, techniquement. Ça ne marche pas à 100%, hein, ce que je vous dis, mais vraiment, ça vous oriente. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette première situation.
Et l'abso, en fait, ça pourrait faire une abso aussi également. Après, une abso, c'est une sorte de phallo extrême, donc on est vraiment sur la même famille. Il y a un souffle, ouais. Ouais, c'est vraiment le souffle pulmonaire et plutôt, voilà, enfin, il faut le passage pulmonaire pour le souffle. OK? Allez, deuxième cas. Toujours pareil, une cyanose, un accouchement correct, un BR 7, 9, 10, des pH normaux, pas de détresse respiratoire, et par contre, cette fois, un souffle systolique tricuspide à 3/6. Vous voyez bien que mes radios, ce pas des radios de nouveauté. Hein. Enfin, bon, peu importe, c'est pour jouer. Un test d'hyperoxie, il n'y a aucune amélioration. Attendez, hop, je vous mets pour la question, pour que vous puissiez répondre. Et la radio thoracique est la suivante. Donc là, deux choses nous orientent. Hein. La radio thoracique, les poumons, ils sont comment là? Il y a pas, hein? Vous les trouvez surchargés ou pas surchargés déjà? Hein? Oui, ils sont plutôt clairs, hein, les poumons. Là, on n'a pas d'hyperdébit pulmonaire. Hein. Enfin, ils sont même très clairs. Première chose. Après, si on reste sur la radio, on est sur une. Vous la trouvez comment, le cœur? Ouais, elle est balèze quand même. Enfin, il y a une belle cardiomégalie. Et après, pour m'orienter cliniquement, en plus, j'ai la chance d'avoir entendu un souffle systolique tricuspide. Donc, souffle systolique en tricuspide, c'est plutôt en faveur de quoi? D'une sténose tricuspide ou d'une fuite tricuspide? Une fuite, parce que c'est systolique. Et donc, voilà, Epstein ou dysplasie tricuspide. En gros, on a une grosse fuite tricuspide, et donc je serais sûrement sur un Epstein ou une dysplasie tricuspide. Et tout le monde était à peu près d'accord. Très bien. Les deux réponses étaient acceptées. Allez, 4-3, pareil, cyanose. Par contre, un accouchement un peu pourri, hein, vraiment, un Apgar 1-3, malgré des pH normaux. C'est vraiment le gamin qui est arrivé quasiment en état de mort apparente, malgré des pH normaux. Et très rapidement, un enfant qui a été intubé, hein, il y a la sonde d'intubation. Pas de souffle cardiaque, pas d'amélioration au test d'hyperoxie. Et je fais une radio thoracique qui trouve ça. Ça vous oriente vers quoi comme diagnostic? Vous avez envie de marquer quoi comme... Je sais pas. Hein? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Bon. Ah, quelqu'un a voulu un RVPAT quand même. Donc, pourquoi c'est... bon, pour ceux qui ont répondu à un RVPAT, c'est pour mixer un peu, hein, parce que c'est quand même plus fréquent de tomber là-dessus que sur une cardiopathie complexe. Là, tout simplement, là, ici, là, ce qu'on voit dans le poumon, c'est du contenu digestif. Hein. Voilà, on a le cœur qui est complètement dévié à droite et on a vraiment du contenu digestif qui rentre dans le thorax. OK. Donc, vraiment en faveur. Après, il y a des facteurs cliniques qui vont vous orienter. Voilà, on va avoir un ventre plat, on va avoir surtout ça, en fait. Mais bon, et la plupart du temps, aussi les hernies diaphragmatiques, on est sur du diagnostic anténatal dans 90% des cas. Ça va être la grossesse non suivie sur laquelle on aura loupé l'hernie diaphragmatique. Allez. Bon, dans toutes ces situations, il n'empêche qu'on est sur une situation, là, l'hernie diaphragmatique, vous avez vu, test d'hyperoxie, pas d'amélioration et tout, mais ce qui est quasiment attendu, en fait, ils ont des tableaux d'HTAP majeurs, et en fait, vous avez beau mettre de l'oxygène, il ne se passe pas grand-chose. Vous pouvez être dans une situation d'hypoxie réfractaire qui pose problème. Souvent, quand on ne comprend pas, en tout cas, souvent, vous allez, par exemple, chercher votre enfant en SMUR dans un centre périphérique, quand on ne comprend pas qu'il y a une vraie désaturation, clairement, il y a un seul médicament qui va vous servir. Hein. Enfin, ça va être la prostine. Donc après, on a des protocoles. Souvent, c'est un protocole qui est assez commun dans la plupart des centres. Ça, vous avez ça dans votre poche, dans votre carnet. C'est vous mettez une ampoule de 0,5 mg dans 49 ml de SSI
Et après, si on veut faire de la prostine à 0,1 gamma kilo-minute, vous avez un ABAC selon le poids de l'enfant, pour savoir à quelle posologie vous partez. Juste un petit avertissement. La prostine, c'est vraiment un médicament qui est pas si facile à gérer. Enfin, c'est facile à mettre, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien, ça ouvre très bien le canal. Vous allez vous sortir sûrement de votre situation de désaturation, voilà, enfin, votre problème actuel. Faites vraiment hyper gaffe à la prostine, c'est que vraiment, ça fait des apnées hyper sévères. Souvent, c'est hyper gênant. C'est vraiment, vous mettez même une petite dose. Souvent, le gamin, il s'arrête de respirer. Enfin, c'est hyper chiant, quoi. Enfin, donc, en tout cas, préparez toujours de quoi intuber votre enfant, avoir de quoi ventiler l'enfant. Vous ne faites pas ça, voilà. Enfin, vous le branchez dans le camion et vous partez. Non, non, vous faites vraiment gaffe qu'il tolère bien et vous surveillez votre enfant. Après, ça fait hyper mal la prostine, vous les voyez, ils sont hyper géniaux, ils passent vraiment un sale quart d'heure jusqu'à leur opération. Donc, on prescrit un antalgique de façon systématique, au moins du paracétamol, et très rapidement, on est amené souvent, nous, c'est un protocole de service, mais très rapidement, on les met sous Sufinta assez rapidement, à des petites doses pour essayer de gagner sur le confort. Franchement, ça ne marche pas toujours. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais par expérience, je dirais qu'il y en a 1 sur 3 qui finit intubé, voilà, enfin, entre les apnées, l'inconfort et ainsi de suite. Et cliniquement, il y a une vasodilatation cutanée qui est importante, ils font des œdèmes assez rapidement, ils sont rouges. Dis-moi. Non, je ne sais jamais su pourquoi. Je n'ai pas l'explication physiopathe. Ça a une action au niveau du système nerveux central, mais je ne sais pas exactement comment, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment du on-off. Hein. Tu mets ta prostine, vraiment, d'un coup, il se met à faire des apnées. Enfin, c'est hyper mal toléré. Mais c'est plutôt au niveau des apnées d'origine centrale. Ouais, on en met, franchement, ça ne marche jamais. Et il y a des variations interindividuelles qui sont majeures. Il y a des enfants qui vont hyper bien tolérer. Et d'autres, vraiment, tu leur mets même une petite lichette. C'est du genre la coarctation contre en arrivée, tu vas lui mettre ta petite dose. Tu te dis, ouais, je vais être un peu plus prudent. Je ne vais pas commencer à 0,1, je vais commencer à 0,05. Ça change parfois strictement rien. Il fait autant d'apnée que. Allez, donc savoir orienter sa prise en charge en pratique. Allez, on continue. Donc là, on est plutôt en situation, vous avez récupéré l'enfant. Là, vous êtes capable maintenant de faire une échographie. Et donc, on vous avait appelé pour une cyanose avec une SAT à 85%, un contexte d'accouchement sans particularité, pas de détresse respiratoire, un souffle systolique pulmonaire à 3 sur 6, donc assez intense également, pas d'amélioration au test d'hyperoxie. Vous avez une petite cardiomégalie à la radio avec un index cardiothoracique à 0,65 et vous faites une écho-cœur qui retrouve ça. Là, vous voyez quoi là? En sous-costal, coupe sous-costale, un shunt qui va dans quel sens? Donc shunt droite-gauche, d'accord? Donc c'est particulier. J'entends shunt droite-gauche, premier réflexe au niveau atrial, RVPAT, d'accord? Première chose, je vais m'acharner à vouloir éliminer un RVPAT. Bon, je fais quand même mon écho et là, en plus, sur mon VD, j'ai une HTAP, enfin, j'ai une hypertension ventriculaire droite qui a l'air majeure avec sur mon flux tricuspide, j'arrive à évoluer un gradient de pression à 120 mm de mercure. OK? Donc, j'ai un shunt droite-gauche au niveau atrial, j'ai une HTVD qui est majeure avec 120 mm de mercure. Je continue mon échographie et sur ma parasternale petit axe, je tombe là-dessus. Attendez, je mets juste ça pour que vous puissiez voter. Ça, c'est simple. Je tombe là-dessus sur ma voie pulmonaire. Je conclus à 1. Là, sur ma voie pulmonaire, je fais un Doppler continu sur ma voie pulmonaire et je tombe sur ce Doppler-là avec ces paramètres-là. J'ai un gradient max à 110, gradient moyen à 60. Il y a une grosse cardiomégalie. Et je n'ai pas vu de CIV pour vous aider. Hein? Bah, regarde, là, je suis sur j'ai un flux antérograde à travers ma voie pulmonaire qui me donne ce gradient de pression. Ouais. Ça vous va? Donc, là, j'ai entendu sténose valvulaire pulmonaire. Pourquoi je ne suis pas sur de la psy, là? Parce que j'ai un flux antérograde. J'ai un flux antérograde à travers ma voie pulmonaire. Donc, c'est plutôt. La psy, c'est une sténose valvulaire pulmonaire critique. Enfin, vraiment, c'est le stade ultime de la sténose valvulaire pulmonaire. Mais là, j'ai un flux antérograde qui passe à travers ma valve pulmonaire. Donc, c'est une. Et après, tu as dit sévère. Sur quel argument?
il y a le gradient max qui est important, et l'autre vraiment, enfin même critique, et là je peux dire sténose valvulaire pulmonaire critique, sur quel autre argument? La cyanose, parce que, et pourquoi j'ai une cyanose? Voilà, parce que j'ai un shunt droite-gauche au niveau atrial qui signe le côté critique de ma sténose valvulaire pulmonaire. Ça, je vais passer très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça, vous l'avez vu dans les cours de physiologie ou pas? Le QPQS? Bon, je passe rapidement pour qu'on puisse faire d'autres cas. Donc, vous savez, la QPQS, on peut estimer le débit pulmonaire sur le débit systémique grâce à la loi de Fick, là, qui est la conservation d'énergie. Donc, avec ce paramètre-là, on fait SAT-AO sur moins de SAT de radical inférieur, divisé par la SAT de la VP moins SAT de la P. On fait plein d'approximations. On se dit que l'extraction tissulaire elle est bien à 30% parce que j'ai un débit cardiaque qui est adapté. C'est à peu près ce qu'on fait en temps normal. On extrait 30% d'oxygène. On considère qu'on a des poumons sains et que nos VP, nos retours veineux pulmonaires nous ramènent 100% de saturation. L'inconnu, c'est toujours la SAT de l'artère pulmonaire. Et après, je vais jouer avec ça selon différentes situations. Donc, en temps normal, la SAT de la P, c'est la SAT de la veine cave inférieure. Okay. À partir du moment où j'ai un shunt, si j'ai un shunt droite-gauche exclusif, d'accord, là, ça passe là. Ma SAT de la P, ça va être la même que ma SAT de la veine cave inférieure, puisque je n'ai pas de contamination du côté gauche. Donc là, c'est ma situation là, que je viens de voir, ma sténose valvulaire pulmonaire, c'est exactement ça. Et l'autre situation, si j'ai un shunt qui est donc gauche-droite, surtout dans cette situation-là, on va avoir une SAT de la P qui est égale à la SAT de la aorte. Donc dans ma situation là, dont je viens de parler, là, j'ai ma saturation de l'enfant qui est à 85%. Avec tout mon... Je passe vite, vous l'avez déjà vu dans les cours de physiologie, tout ça. Et ben, en gros, voilà, j'aurai un débit pulmonaire qui correspond à 2/3 du débit systémique. OK. Je passe rapidement. Donc, juste pour revenir sur la clinique, pour cet enfant, j'ai un QPQS là qui m'inquiète. Voilà, j'ai une SAT à 70%, je suis un peu plus inquiet. Et ça me fait un QPQS à 1/2. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer comme traitement? Là, clairement, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Il y a des réponses qui sont acceptables, en tout cas. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Là, en pratique courante, parce que là, 70%, vous êtes un petit peu inquiet quand même. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Je regarde les réponses un peu que vous mettez. Il y a quand même une réponse qui est importante. Hein. Là, on est sur une, et vous ne savez pas faire du cathétérisme, d'accord? Pardon. Non, là, vous êtes dans un niveau 3 qui ne sait pas faire de cathétérisme. Hein? Voilà. Donc, à chaque fois qu'on ne sait pas, qu'on commence à, voilà, vous allez mettre de la prostine. Pourquoi vous allez mettre de la prostine? Pour le canal artériel. En fait, là, avec ce raisonnement, vous voyez bien que le problème, c'est vraiment qu'il y a un hypodébit pulmonaire. C'est surtout pour ça qu'il est là le problème. On a un débit pulmonaire qui est à 1/2 à peine. Donc, il va falloir trouver un moyen pour renvoyer du sang dans cette AP pour qu'il puisse oxygéner. Donc, un des meilleurs moyens, ce sera la prostine pour créer donc, un shunt gauche-droite au niveau donc, entre l'aorte et la P. Et ça va créer peut-être pas, souvent ça finit en hyperdébit pulmonaire, mais voilà, on va pouvoir faire ça. D'accord? Si, et en attendant, souvent ils ont, ça c'est plus, ça dépend un peu des situations, mais clairement, on leur ouvre le canal artériel. Et d'ailleurs, les cathétériseurs, souvent, ils préfèrent que le canal artériel soit ouvert hein, parce que ça se passe mieux, hein, souvent, le geste. Souvent, quand ils passent surtout le ballonnet là, au niveau de l'artère pulmonaire, on est plus confortable qu'il y ait quand même un flux pulmonaire qui soit assuré par le canal artériel. Et un autre médicament aussi qui aide aussi à se VD, souvent, il est malade un peu le VD, il est très hypertrophié et tout. Vous avez... C'est quoi? Milrinone, ça n'a pas énormément joué en fait la milrinone dans ce cas-là en fait. Mais le médicament pour ces gros VD là qui vont poser problème, qui ont des troubles de compliance, les bêta-bloquants. Ouais, très rapidement, on va se poser la question de mettre des bêta-bloquants également pour aider ce VD. Allez, autre situation. Donc, on a cette cardiopathie congénitale là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une CIV d'aspect conotroncal. Donc, une cardiopathie cyanogène, on a vraiment un shunt droite-gauche à travers cette CIV.
Et la P, on a du mal à la voir. Donc, on est dans quoi comme situation là? Ouais, j'ai entendu. Ouais, une abso. D'accord. Donc, on prend ce cas d'abso avec une SAT à 85%. Donc, toujours avec le même raisonnement, abso 85%. En principe, c'est une situation que j'aime bien, enfin, dans le sens où, voilà, 85%, je suis content qu'il soit un peu cyanosé, lui, parce que d'après cette loi, notre rapport QPQS, j'ai plutôt un QPQS à 2. D'accord. Donc, c'est plutôt, on va dire, plutôt équilibré. Et en principe, ça ne pose pas trop de problèmes. On arrive à patienter comme ça. Juste le même enfant là, avec mon abso, finalement, il a une SAT à 95%. Et en plus, toujours pareil, se fier à la clinique. En plus, il est polypnéique, il est tachycarde et il a une hépatomégalie. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cet enfant? Qu'est-ce que vous allez... Encore une fois, je vous mets ça. Pas de réponse exacte, mais qu'est-ce que... Voilà, vous avez un enfant qui se met en insuffisance cardiaque aiguë et il faut l'aider là. Vous n'allez pas l'opérer de ton abso. En principe, on en voit rarement les malades extrêmement instables au bloc. En plus, il faut que vous le stabilisiez, ce patient. Ça marche? Non, du coup, vous l'avez ouvert en 2 fois. Non, en fait, c'est parce que j'ai mis vidéo là-dessus. D'accord, donc celui-là, je peux le fermer. En fait, il y a... C'est celui qui a le... Non, le zoom, il est là-dessus en plus aussi. Parce que ça risque de boucler. Le son va boucler. Le son, il est que là. Moi, j'ai que mon son là-dessus, quoi. Par contre, j'entends pas les participants là. Je sais pas pourquoi. Mais... Ah, ok. Hein? Voilà, c'est bon. Il faudrait couper le son. Ici, ouais, voilà. Et là, du coup, on m'a dit ça pour... Juste pour le chat. Ouais, c'est pour le chat. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ah, tac. Et je sais pas si vous voyez mon écran là. Oui, là, oui. Hein? Ouais. Ah, si je le vois aussi, c'est quoi? Non, je vois pas le plein écran là. Tac. Il est où mon truc là? Parce qu'on est en train de cliquer, du coup, il est sur notre... Et après, je voudrais partager partage l'écran. Et c'est lui là. Desktop 2, desktop 2. Ça vous entend. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais. Et moi, mon truc, il est là. Allez, donc, qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Excusez-moi. Ouais. Donc, insuffisance cardiaque sur cet abso qui a une hyperdémie pulmonaire. Il n'y a pas de... Merde, excusez-moi. Pourquoi ça fait ça? J'ai plus accès à ça. Ah putain, c'est relou. Alors, voilà, donc j'ai vu donc diurétique, ok. Restriction hydrosodée, ça met du temps à agir, hein. Franchement, ça sur le long terme, là, un peu plus rapide. Prostine, pourquoi vous voulez mettre de la prostine? C'est quoi même le problème de cet enfant là? C'est qu'il a même plutôt un hyperdébit pulmonaire, hein, d'accord? Donc là, vous allez même potentiellement l'aggraver, quoi. Transfusion, bon, à voir en fonction du cas. Évidemment, s'il a une hémoglobine basse, ce sera partie des questions qu'on se pose. IEC sur une période aussi critique,
c'est pas le meilleur moment. Hein. Souvent, sur ces gros canaux artériels, même, ils ont plutôt une tendance aussi à une tension un peu basse. Le traitement, voilà, que je voulais voir. Donc, diurétique, c'était très bien. Et voilà, c'est ventilation, enfin, en pression positive. Donc, CPAP. Et si ça ne marche pas, commencez par la CPAP. Hein. Ça marche, vraiment, c'est un des meilleurs médicaments, la ventilation non invasive. Vous les transformez. Hein. Et ça ne marche pas, ce sera intubation. D'accord? Sur ces signes d'insuffisance cardiaque. Mais vraiment, CPAP, diurétique, en principe, vous allez vous sortir pas mal, vous allez bien vous sortir de la situation. En principe. Des questions pour cette situation? Allez, on va finir avec ce cas, qui est un cas réel, un peu plus grand que la néonate. Il y a 2 mois. Sophie doit s'en rappeler. Donc, en fait, c'était une enfant qui avait un ventricule unique sur l'atrésie tricuspide et l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. Donc, elle commence à être un peu complexe. Et très rapidement, en période néonatale, elle a un blaloc, vraiment pour sécuriser cette. Elle a surtout un problème d'hypodébie pulmonaire. Elle a un blaloc en période néonatale. Bon, tout ça était associé à une sorte d'hétérotaxie en plus, et c'est pas un blaloc classique qui naît de façon un petit peu distale. Je crois que c'était un blaloc assez central qui était au niveau aortique, hein, quasiment. Je sais pas si tu te rappelles de cet enfant, ouais, qui était un blaloc qui était vraiment très central en dessous du TABC. Vraiment, il était branché direct. Enfin, il était plus à la base du TABC, il était très central ce blaloc. Et en fait, on nous appelle pour cet enfant qui est tachycarde à Perpignan, tachycarde, polypnéique, absence d'hépatomégalie, mais bon, elle a une hétérotaxie, elle a un foie médian, allez savoir s'il y a une vraie hépatomégalie, et une tension artérielle qui est limite basse, et un sus-décalage ST en latéral. Voilà tout ça. Et vous faites une échographie rapidement, donc, et vous avez cette échographie. Donc, vous en pensez quoi de l'échographie là? Là, vous la décrirez comment? Le VU, en gros, c'est un VU. Hein, il paraît un peu dilaté, ouais. Et il y a un truc qui saute aux yeux quand même quand on le voit bouger là. Il est dilaté et il y a une petite dysfonction, ouais, il y a une petite dysfonction quand même systémique quand même, qui est non négligeable. Quoi. Il y a un vrai problème. Donc, premier effet, vous avez cet enfant là, bon, elle a un VU. Là, vous avez. Qu'est-ce que vous voulez savoir en premier là? C'est une enfant qui est opérée en plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir en premier avant de réfléchir? Voilà. Voilà. Bon, oui, il y avait une question. Bon. Donc, premier réflexe, là, vous avez une enfant là, qui vit sur un blaloc, hein, clairement. En principe, cliniquement, c'est assez bruyant quand il se bouge, mais on veut savoir si ce blaloc marche. Voilà. Après, on va pouvoir réfléchir. Je fais une écho et je tombe sur ce blaloc qui fait 3,5 mm, qui correspondait à ce qui a été placé, qui passe bien, il n'est pas restrictif. Ok. Premier plan, bon, je suis assez rassuré. Je réfléchis, je regarde un peu plus mon dossier. Et c'est vrai qu'au premier plan, elle a une tension qui est limite basse, mais surtout, elle a une diastole qui est franchement effondrée. Et elle vit sur un blaloc et elle a une SAT à 98%, avec un tableau d'assurance cardiaque, avec en plus le VG qui ne marche pas très bien. Et ce sus-décalage en latéral. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme prise en charge à cet enfant-là qui donc, a une dysfonction myocardique? Il y avait une notion de sus-décalage ST en latéral, un tableau d'assurance cardiaque, avec une SAT à 98% sur. Elle a un blaloc hein, qui marchait bien, qui a une SAT à 98%. Il y a même une tension artérielle qui est basse, avec des diastoles qui sont franchement basses. Et en plus, il y a des signes ECG qui sont inquiétants. Vous voulez faire quoi? Elle va pas bien. Vraiment, elle va pas bien, il faut agir vite. Hein? Ouais, des amines. Tu voudrais mettre quoi comme amine? Elle est très tachycarde déjà, d'ailleurs. Vous avez le droit, il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, si vous mettez de la prostine, c'est une mauvaise réponse. Mais s'il y a, voilà, il y a des pistes, en tout cas. Et elle va mal.
Déjà, gros cœur qui se contracte mal, il y a beaucoup de surcharge. Premier traitement hyper simple à mettre en place. Hein? Voilà, des diurétiques. Ça ne fait pas de mal. Pas de souci. Une tension qui est basse. Vous mettriez quoi sur une tension basse qui pose problème? Noradré ou adré, ouais. Enfin, en tout cas, une amine, voilà. On va chercher un effet vasoconstrictif. Il va falloir régler le problème. En plus, une tension basse, vous savez qu'elle ne va pas tenir longtemps. Donc, noradré, adré, il n'y a pas de mauvaise réponse. Elle a une grosse détresse respiratoire hein, avec l'insuffisance cardiaque. Elle a des beaux signes de surcharge. Qu'est-ce qui va marcher? CPAP, ouais, mais ça ne suffit pas. Intubation. CPAP, intubation. Il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Ça va être sur la clinique que tu vas juger. Faire de la CPAP, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est souvent selon sa tolérance, selon son état de conscience, ainsi de suite. Voilà. Alors qu'elle est déjà? C'est pour ça, c'est discutable. C'est discutable. En fait, le sus-décalage, vous le mettriez sur quoi, ce sus-décalage-là? Il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons qui sont imbriquées. Hein, il y a un vote diastolique qui est majeur à cause du BALOC, plus un VG qui est franchement dilaté, qui a sûrement une consommation d'oxygène qui est majorée, hein, enfin, clairement. Il y a un mauvais débit cardiaque. Elle a à peu près 5 raisons d'avoir de l'ischémie. C'est rarissime d'avoir de l'ischémie chez un enfant. Mais là, voilà, enfin, au bout d'un moment, s'il y a un vol coronaire qui est trop important, on peut en arriver là. Ça fait partie des complications. Elle était très grave. Hein, vraiment, elle était tellement grave qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Hein. Bon, ça aide à la prise de décision. Donc, elle a été... C'est pas forcément une bonne réponse à ce que je vous montre. Hein. C'est juste ce qui s'est passé. C'est la même enfant. C'était quelques heures plus tard. Elle a fait un tout petit arrêt cardiaque. Ça durait 15-20 secondes. Après l'Azilix, adrénaline, intubation et sédation, elle avait cette échographie-là. Quand je vous dis qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse, il y a des erreurs évidemment, mais il n'y a pas forcément de bonne réponse. Qu'est-ce qui va me dire que j'ai pris une bonne décision? C'est vraiment ma réévaluation. En fait, c'est que il y a souvent une surprise un peu sur les produits que vous allez mettre en place. Enfin, d'un point de vue physiologique, il y a une certaine logique à ce que vous faites, mais ça ne marche pas toujours. Et comment on sait que ça marche? C'est quand on réévalue. C'est qu'une fois qu'elle est intubée, adrénaline, sédatée, du diurétique, gynéco comme ça, bah, j'ai plutôt envie de me dire que ça a marché. D'accord? Mais ça se trouve, ça aurait pu ne pas marcher. D'accord? C'est vraiment sur la réévaluation. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une vraie bonne réponse. Il y en aura qui auraient mis la dobu, pourquoi pas? La dobu, franchement, ça augmente l'oxygène myocardique, ça va être plus tachycardisant. Pourquoi pas? Ça se trouve, ça marche. Enfin, on n'en sait rien. En plus, c'est un effet vasodilatateur, ça peut peut-être faire baisser la... C'est pas une erreur en soi. Si la personne essaye et que ça marche, bah, il avait raison. Si ça ne marche pas, il faut juste avoir le bon réflexe pour se dire bon, c'était une mauvaise décision. Parce que d'un point de vue physiologique, on pourrait la comprendre à peu près, la dobu, mais en tout cas, ça serait vite rebondir pour trouver un autre médicament. Enfin, dobu noradré. Faire adrénaline. Enfin voilà. Enfin, c'est un peu les habitudes de chacun. Il faut surtout utiliser les drogues dont on a l'habitude d'utiliser, tout simplement. Et voilà, en tout cas, il faut agir comme ça. Allez, je finis. Ça allait. Et en fait, 2 semaines plus tard, elle a fait la même situation. Et cette fois, elle a vraiment fait l'arrêt cardiaque qui a duré plus longtemps. En fait, on ne partait pas. En fait, elle était comme ça. Après, tu dois faire le chemin inverse. Tu fais le chemin inverse. Donc après, il faut l'extuber, il faut sevrer les amines. Toi, tu fais tout le chemin inverse. Ça se passait bien. Et il s'est repassé un événement intercurrent, une infection. Voilà, et elle a refait le même épisode, et cette fois un peu plus sévère, et elle est décédée. La question est intéressante. C'était pas une leçon avec un... Donc voilà, c'est que elle a refait le même épisode qui était sévère. On n'est pas allé vers un truc très. Bon, c'est compliqué, hein, situation compliquée. Allez, on finit par une autre situation. 5 jours, tableau d'assurance cardiaque, 7 membres supérieurs droit à 97, 7 membres inférieurs à 85%, une tension artérielle systolique à 40 pour ce nouveau-né. Pourquoi pas? Et
Enfin, pourquoi pas si t'es bas. Hein, mais... Et je fais cet écho. Qu'est-ce que je peux en dire là de cet écho là, juste rapidement? Le VG, vous l'aimez ou pas ce VG là? Hein, pas trop, pourquoi? Parce qu'on ne contracte pas très bien. Ouais, il a du mal à se contracter. Alors ça, c'est toujours plus facile quand on connaît le cas. Hein. Vous avez vu, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir le point de fermeture de ma valve aortique. Vous le trouvez centré? Comment vous le trouvez? Ouais, il est un peu excentré hein, vers le haut. Ça met la puce à l'oreille sur quoi déjà? Non, mais juste sur la valve aortique. Là, je vois un point de fermeture qui n'est pas très centré. Juste, je le garde en tête pour aller le chercher spécifiquement. Une bicuspidie, d'accord. Bon, enfin, vous me sentez venir. Hein. Voilà, j'ai une dysfonction VG, j'ai une bicuspidie, j'ai une différentielle de SAT. Bon, vous me sentez venir, je pense. Je fais ma cap cavité et en plus, j'avais une différentielle de SAT quand même qui est plutôt en faveur d'un canal artériel qui chonne droite-gauche. Et dans mon VD, j'ai 46 de gradient, donc une HTA plutôt suprasystémique, ce qui va bien avec la clinique, puisque j'ai une différentielle de SAT, donc j'ai forcément des pressions pulmonaires qui sont supérieures à mes pressions systémiques, puisque mon canal chante droite-gauche. Donc toujours, on se base sur la clinique. J'ai une HTAP et je fais ma dernière image qui trouve voilà. Les tachycardes, c'est difficile, mais vous avez vu, il y a une franche accélération là au passage isthmique. Et après, ça va un peu vite, mais même en diastole, on voit que le flux persiste en diastole. Et quand je tire mon Doppler continu, je tombe sur cette image-là, là, qui est typique, qui est le prolongement diastolique, qui est en faveur d'une coarctation aortique. OK, donc on peut avoir des situations là, de cyanose, parce que là, si on imagine, on prend une saturation copiée, il y a une désaturation. En fait, les coarctations, d'un point de vue physiologique, ce n'est pas juste une imposition des poux. Enfin, on a plein de situations de gravité différentes dans la coarctation, mais souvent, on peut se retrouver dans une situation où, en fait, il y a un tel obstacle aortique qu'on peut avoir une dysfonction VG. En gros, on va avoir une augmentation des pressions gauche, et on peut se retrouver dans une situation d'HTAP d'origine post-capillaire avec donc une HTAP qui peut devenir suprasystémique avec un canal qui chante droite-gauche. D'accord? Allez. Et oui, les prises en charge, là. Bon, toujours pareil. Hein. Enfin, vous m'avez senti venir comment on traite une insuffisance cardiaque. Toujours pareil. Hein. Diurétique. Et là, pour cette fois-là, prostine, c'est pas aberrant. Voilà, ça, c'est une très bonne limite de la prostine. Et après, traitement de destination cardiaque. Diurétique. Hein? Ouais, diurétique, CPAP. Franchement, vous commencez par ça, et en principe, et après, vous voyez comment vous adaptez. Allez, les causes extracardiaques. Une mini question et après, c'est réellement fini. Vous avez situation extrêmement fréquente. Prématuré, 32 semaines, il est né, il a un jour, il est intubé avec une SAT à 85%, une FiO2 à 100%. Je vous laisse répondre à cette question. Qu'est-ce que ça peut être que cette situation? Réfléchissez, hein, regardez, vous avez toutes ces réponses. Laquelle peut être valable? Ou lesquelles peuvent être valables surtout? C'est juste pour marquer l'esprit hein, que je fais cette question. Enfin, allez, on regarde pour finir. Tout peut être juste. OK? C'est juste pour vous rappeler que vraiment, enfin, il faut rester ouvert. Hein. Voilà, vous faites le début de cardiopathie congénitale. Une radio comme ça peut être tout. D'accord? Sauf les obstacles droits. Enfin, bon. Mais voilà, ça peut être tout. Ça peut être une MMH, vous avez raison, 32 semaines. Après, des MMH à 32 semaines, voilà. Enfin, de nos jours, elles ne sont pas aussi sévères. Hein, c'est rarissime quand même. Ça peut être une inhalation méco. Enfin, ça peut être une HTAP sur une inhalation méco. Ça peut être un RVPAT parce que j'ai une énorme surcharge. Je peux avoir une TGV avec une grosse surcharge. Je peux tout avoir.
Si j'ai un conseil à vous donner, n'oubliez surtout jamais celle-ci, qui vous le reprocherez, c'est l'infection néonatale bactérienne précoce. Si vous avez le moindre doute, voilà, commencez par des antibiotiques et réfléchissez après. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions?